C'est un honneur de vous retrouver encore une fois, mesdames, messieurs, dans votre magazine Ligne Rouge, ces plateaux de vérité. Encore aujourd'hui, nous vous avons invité pour vous Monsieur Larousse Mouya. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est cadre de l'IDPS. Monsieur Larousse, bienvenue. Merci M. Dan, merci à vous déjà de me recevoir. Merci pour l'invitation et je m'aurais souhaité une joyeuse année à ceux qui nous suivent, à nos compatriotes qui nous suivent depuis leurs écrans, à la maison ou sur n'importe quelle plateforme. Donc bonne année à tout le monde, bonne année à vous-même, mais bonne année à tous ceux qui sont ici avec nous. Alors, bienvenue dans Ligne Rouge. Bien mentionné, plateau de vérité, donc sentez-vous à l'aise. Je ne pense que la seule manière de parler de la nation et de parler de ce qui touche à la vie de beaucoup d'entre nous, c'est de le faire en toute vérité. Sûrement. Ouais. Donc ici, ceux qui nous suivent savent bien que la vérité n'a pas de camp. Et si nous invitons nos intervenants, c'est pour qu'ils nous éclairent. Alors, comment va l'IDPS? L'UDPS se porte bien. Le parti est en train de préparer les congrès extraordinaires. Donc voilà, toutes les entités du parti sont en pleine activité en ce moment. Le parti se porte mieux et on a toujours connu l'activité de l'animation. C'est ça qui nous tient en vie. Et c'est ça qui nous donne d'ailleurs envie de servir encore beaucoup plus notre patrie. Voilà. Qu'est-ce qui divise l'IDPS? Parce qu'on a appris que vous avez reporté pour mettre un peu de l'ordre à l'interne. Oui, effectivement, la question sur les rapports, oui, on a reporté, mais c'était pas à cause d'une sorte de guéguerre à l'interne, non, c'était tout simplement une forme de débordement au niveau des entités et des comités qui étaient assignés à préparer ces congrès extraordinaires. Mais il y a des comités qui ont terminé leur travail, il y a d'autres qui sont à la traîne, donc voilà, quand tout cela sera terminé, et on va convenir d'une date où tout le monde va se mettre autour de cette table et entamer ces congrès extraordinaires. 2025, aujourd'hui déjà en 2026, à quoi peut aboutir l'année 2026, mais nous voulons d'abord revenir sur 2025. Alors, sur le plan sécuritaire, d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2025? Alors, l'année 2025 a été cette année où chacun d'entre nous a pu observer que 2025 n'est pas égal à 1997, là où l'ennemi pouvait jouer avec la nation comme il voulait, marcher jusqu'à Kinshasa et tout. Effectivement, sur le plan sécuritaire, on a connu des moments durs. Vous chantez la victoire avant la fin définitive de cette agression. Mais parce que nous avons contenu l'avancée de l'ennemi. La République n'a pas plié. La promesse avait été faite par le chef de l'État, elle a été tenue. La République n'a pas plié. Donc voilà. Et en ce moment ici, ils avaient fait semblant de se retirer d'Ouvira et tout récemment. Ils ne se sont pas retirés. Présentement, il y a nos éléments qui sont en train de les repousser. Donc dans les heures à venir, vous allez entendre que notre présence militaire est confirmée dans la ville d'Ouvira. Donc voilà. En 2025, on a connu de moments difficiles avec la chute de quelques positions stratégiques, effectivement. Mais cela ne nous a pas fait perdre courage, notre détermination est demeurée intacte. On a continué à lutter, à tenir les lignes avec des combattants Wazalendo et spécifiques surtout avec les FARDC qui ont tenu et qui tiennent bon les lignes et qui continuent à récupérer nos territoires, notre sol perdu sous contrôle de l'ennemi. Donc voilà, en 2025, on a connu ça. Restons d'abord sur cette ligne, parlons un peu de la diplomatie chantée, d'une diplomatie agissante. Mais c'est quoi l'impact sur le terrain? L'impact sur le terrain, c'est que... En toute vérité, bien sûr. Oui, en toute vérité, on va dire les choses. On n'a pas considéré qu'on devait apporter la solution sur la question de l'agression rwandaise qui nous a habités depuis 30 ans que sur l'angle diplomatique. Sur le plan diplomatique, on a activé tout ce qui avait activé comme batterie. Sur le plan de la défense aussi. Donc on a continué à aller de par le monde, à plaider notre cause, à indexer ce qui doit être indexé et à trouver des solutions. Et sur le plan militaire aussi, on a continué. Donc on a à la fois des victoires sur le plan diplomatique, une condamnation quasi unanime au niveau de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, ce qui n'avait jamais été fait auparavant depuis ces 30 dernières années où la nation avait été agressée, ce qu'on n'avait jamais connu. Les Rwandais étaient chouchoutés, les Rwandais étaient dorlotés, personne n'osait nommer Kagame. Aujourd'hui, vous avez les responsables américains au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vous expliquent, qui expliquent au monde que l'agression rwandaise a été pensée par Paul Kagame, qu'elle a été financée par Kagame,
fournis en hommes et en armement par Paul Kagame. Ça, c'est inédit. Mais on est parti d'où? Le chef de l'État n'a pas cessé de faire de voyages de par le monde pour plaider notre cause, pour expliquer la situation, notre diplomatie. C'est ça même la grande question. Est-ce que vous pensez que sur le plan opérationnel ou les rapports des forces, vous avez échoué et vous êtes beaucoup plus accroché à la question la plus facile, la diplomatie? Non mais vous êtes suivi, allez-y. Absolument. Mais ce qui va démontrer que ces postulats-là est une contre-vérité, c'est d'abord le promesse d'eux-mêmes, ces belligérants. Ils avaient promis, ils avaient déjà promis qu'ils passeraient les 30 juin à Kinshasa. Les 30 juin passés, on ne les a pas vus parce qu'ils ont été maintenus, maîtrisés. Voilà. Ils ont promis qu'ils passeraient le 25 février à Kalemi. Là, ils sont en train de fuir Uvira. C'est ça. Sur le plan diplomatique, notre diplomatie a été renforcée et sur le plan militaire aussi. Donc, nous avons connu une époque où il suffisait que l'ennemi agresse pour que celui qui dirigeait puisse dire « Bon, venez, qu'est-ce que vous voulez ?» Et on peut faire un pouvoir à 4. « Venez, qu'est-ce que vous voulez ?» Des termes, je vous les donne. Aujourd'hui, la République n'a pas plié. Le chef de l'État a un mot, il dit « On veut une victoire définitive et une victoire totale. » Donc voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. À chaque fois que vous parlez de la situation sécuritaire, vous donnez l'impression que tout va bien apparemment. Hein? On est ici à Kinshasa, on est en train de changer calmement. Et vous avez la liberté de poser tout ce que vous voulez comme question, en toute vérité, comme le thème de votre émission. Mais vos confrères à Goma ne peuvent pas se le permettre, parce que leur ligne éditoriale est contrôlée. Et si vous, ici à Kinshasa, vous pouvez vous le permettre, faire votre travail en toute éthique, comme cela est défini, mais c'est parce que la République n'a pas plié. Si la République avait plié, en ce moment, ici, on vous mettrait une muselière, vous ne parlerez pas en toute liberté. Donc voilà, c'est ça. Les faits sont là. Ce que les gens peuvent dire, mais les faits sont là. Sur le plan diplomatique, on a engrangé de victoires. Et les grains, on parle de l'année 2025, les grains de victoires ont été sémés tout au long de cette année-là. La signature des accords de paix avec le Rwanda, ce que Kagame ne voulait pas. Il s'est défilé longtemps, il ne voulait pas. À Luanda, il a fui. Juste à la dernière réunion où il devait aller signer, il a fui, il n'est pas venu sans donner une explication valable. Mais nous avons fini par le conseiller à Washington. Il est allé, il a signé, mais nous savons que c'est quelqu'un qui a du mal à respecter les accords. Vous répondez quoi d'abord à ceux qui pensent que c'est pour sauver votre pouvoir que vous êtes parti très vite à Washington? Quelqu'un qui parlerait comme ça, c'est une personne qui n'est pas avertie sur la question de la politique de cette nation. Vous parlez des Fulgence Moteba. Oui. Je vous laisse la liberté de nom. Mais... Je vous laisse la liberté de nom. Allez-y. Mais peu importe la personne qui réfléchit comme ça, je dirais à ces cerveaux-là de ne pas être du bon côté de la lecture. Souvenez-vous, l'ancien chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois pour sauver son pouvoir? Il était prêt à céder des terres à ceux qui nous agressaient. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il était prêt à céder des terres à ceux qui nous agressaient, tout simplement pour rester au pouvoir. Il était prêt à faire un gouvernement avec 4 vice-présidents, tout simplement pour rester au pouvoir. Et c'est une formule qui est connue. Si l'actuel chef de l'État avait pour seule ambition de se maintenir au pouvoir, ça fait très longtemps qu'il aurait organisé le fameux dialogue que les autres en face demandent. Ça ferait très longtemps qu'il aurait négocié sous les termes de Paul Kagame. Ce n'est pas le cas. Donc voilà. Il est en train de conduire la nation à avoir une victoire totale. Donc selon vous, vous êtes parti à Washington pour quel motif? En un mot. C'est pour résoudre quoi exactement? Sauver les régimes par rapport aux menaces sécuritaires ou trouver des solutions, quels que soient les prix. Avec, on parle de nos minéraux qui seront peut-être bradés. Les libellés sont clairs. À Washington, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda, puisque quand le chef de l'État est arrivé et que le Rwanda a repris à nous agresser, des lignes diplomatiques, deux processus ont été ouverts. Il y a un processus à Luanda entre nous et le Rwanda, des discussions entre nous et le Rwanda, et un processus à Nairobi, des discussions entre la République et les groupes armés.
Les autres groupes armés sont partis, mais on a vu les groupes armés qui sont derrière les Rwandais, ou financés par les Rwandais, se défiler, dire nous on veut un dialogue direct avec le gouvernement. Et on a tout fait pour coincer Kagame à Luanda, il s'est défilé. Mais Luanda a été exporté à Washington. Luanda a été exporté à Washington. Et Nairobi a été exporté à Doha. Et on vous accuse, on est allé, vous avez bloqué la machine. Et on est allé, on a fini par coincer Kagame, il a signé. On n'a pas été à Washington pour conserver un régime. Mais il y a un responsable politique, un président de la République qui a été élu au suffrage universel, qui est là pour résoudre cette question-là spécifiquement, entre autres. Donc, c'est tout à fait normal qu'il remplisse sa mission. On est allé à Washington. Quels que soient les prix. On a conduit Kagame à signer, mais on connaissait la personne. On sait que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Pendant les temps que nous signons, nous avons continué à maintenir nos positions. Donc voilà. Et à part ça, depuis belle lurette, la RDC a été sujet de moult agressions. À cause de quoi? À cause de nos ressources minières. Le chef de l'État, dans son génie, a trouvé que ce pourquoi on nous fait la guerre, pourquoi on ne va pas entrer dans une forme de coopération économique qui va faire que les minerais qui est en ce moment, ils s'appellent les minerais du sang, voilà, pillés, où la République ne s'y retrouve pas, puissent nous servir sur ce dont nous avons spécifiquement besoin, sur la question d'ordre sécuritaire, sur la question de l'infrastructure, sur la question de coopération, sur la question des échanges sur le plan économique. Et bien, c'était génial. On a signé aussi un accord, un deal avec les USA par rapport à ça. Je ne sais pas quel esprit tordu peut trouver que faire comme le chef de l'État a fait pour amener la paix, pour faire en sorte que notre économie puisse entrer dans un nouveau paradigme, est tout simplement une forme de politique d'action portée pour sauver un régime. Alors que c'est fait pour des générations. La paix ne va pas servir à la famille du chef de l'État. La paix va servir aux Congolais dans leur ensemble. Donc voilà. Et le deal économique signé avec les USA, voilà, ça va renflouer nos caisses, ça va conduire notre économie à entrer dans un nouveau paradigme, même sur le plan politique aussi. Donc voilà. Ben, à quel moment est-ce qu'on considère que c'est fait pour un régime? C'est fait pour la nation, c'est fait pour le peuple, c'est fait pour des générations. Donc, c'est comme ça que je laisse un peu les commentateurs faire ce qu'ils ont à faire comme travail, chacun. C'est aussi ça, la démocratie d'ailleurs, vous l'avez dit. C'est la démocratie, mais la démocratie ne permet pas tout. La République, c'est aussi un régime d'autorité. J'ai vu le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, rebondir sur les contre-vérités assénées par M. Fulgence Mouteba. Il n'était pas à mesure de revenir, de produire de faits, puisque les accords signés... Les vérités vous dérangent. Les accords signés sont là. Ils parlent spécifiquement d'une clause de donnant-et-vont. Ouais, c'est là où ça fait mal. Tout c'est lui qui a eu le temps de lire dans le fond, pas de survoler, de lire le préambule, de dire que j'ai lu ces accords. Tout celui qui a lu ces accords ne trouve pas une mention pareille. Donc, à un moment donné, on doit se poser la question si tu as la responsabilité de ceux qui prennent la parole sur la place publique pour la question d'État. À un moment donné, vous parlez de la vérité. C'est aussi ça le devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Quand nous intervenons sur des questions qui concernent la nation, qui concernent le peuple congolais, on doit le faire en toute responsabilité, surtout dans la vérité. Et surtout quand il s'agit des clercs, des personnes bien mieux installées au niveau clérical. Alors, que peut-on retenir avant de prendre le deuxième volet lié à la question politique, avec tout ce qu'il y a comme dialogue avec l'opposition qui réclame, avec le Saint-Père de l'Église. Alors, on retient quoi sur le plan accord et ainsi de suite? C'est quoi l'impact que les Congolais retiennent quoi? Ces accords ont défini la suite des événements. Comment est-ce que seront traités les M23, comment est-ce que le Rwanda va se comporter, et même des questions d'ordre judiciaire sont définies, parce qu'il y aura des poursuites après. Tout ça, Kagame sait, il n'est pas gagnant dans ces accords, puisque c'est quelqu'un qui a bâti à la fois l'économie de son pays et son image personnelle sur une politique de rapt. C'est pas cette manière de voir les choses qui bloque cette machine pour mettre fin à l'agression. Vous négociez avec des gens et puis vous parlez d'un côté de cette machine judiciaire. Mais absolument, il faut qu'il y ait de poursuites. Il faut que tous ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles puissent payer. Nous avons perdu le nôtre. Donc voilà. En dehors de ça, quand on parle de pertes en RDC,
Et vous pensez que les gens qui n'ont plus rien à perdre vont céder comme ça et partir et déposer des armes? Je vous ai dit que la République était un régime d'autorité. Donc voilà. Mais dites-nous, qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y a des mécanismes au niveau étatique, au niveau de coopération entre États qui sont mis en place. Et personne ne peut considérer être beaucoup plus fort qu'un État. Et personne ne peut échapper. Personne n'y échappera. Personne. Personne. Chacun d'entre eux va devoir répondre d'une manière ou d'une autre. Ils devront répondre. Et ils le savent dans leur fort intérieur. Il n'y aura plus quelqu'un qui va aller vieillir tranquillement après avoir commis des massacres comme on a connu avant. Non. Tous y seront jugés. D'une manière ou d'une autre, ils devront rendre des comptes. Vous êtes en train de dire au début que la guerre vient de terminer ou a déjà été remportée par la victoire, avec tout ce que le chef de l'État est en train de faire sur tout le plan. Alors, j'aimerais que vous puissiez, nous sommes dans Ligne Rouge, plateau de vérité, on retient que Kagame et ses complices ont échoué. Effectivement, ils ont échoué. Sur quel plan? Sur le plan, qu'est-ce qu'eux ils voulaient par exemple? Parce que ils ont demandé. Suivi Mouindo Zang qui a également dit que de ce côté-là, sur le plan médiatique en tout cas, c'est zéro en République démocratique du Congo. C'est un autre aspect très considérable de cette guerre qui avait été ignorée par certains de nos responsables politiques, mais je vais y revenir. Ce que les Congolais doivent retenir, c'est que depuis que cette agression rwandaise a commencé, à aucun moment Paul Kagame n'a eu un président congolais qui lui a tenu tête, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On retient un, deux. À aucun moment, Kagame n'a été mis devant ses responsabilités, où le monde n'a eu à indexer les Rwandais comme aujourd'hui, où c'est reconnu, ou même un responsable américain, on a traité les Américains d'être les partenaires de l'agression rwandaise, ou un responsable américain a indexé Kagame comme étant le responsable numéro 1 de l'agression rwandaise. Jamais on n'a connu ça auparavant. Donc voilà. Et en dehors de ça, on n'avait pas connu une armée qui tienne à ses points, une armée aussi efficace, une armée aussi requinquée, une armée qui est en train de monter en puissance. Mais on n'a pas. Vous appréciez maintenant l'armée parce que récemment on a entendu des propos du genre clochard, ceci, armée structurée, non structurée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans quelques semaines? Mais vous, en tant que Congolais, vous vous rendez compte de ce qu'on nous a laissé comme l'armée? C'était une structure en lambeaux. Comment est-ce que vous pouvez avoir tant d'officiers qui trahissent, des lâches et de ladres dans nos rangs, mais qui occupent de positions de commandement? Mais Ligne Rouge pose la question de savoir qu'avez-vous fait pendant votre règne? Ce que nous avons fait. Les chefs de l'État arrivent au pouvoir, à peine arrivés que le Rwanda nous a agressés. Il avait en tête la question de l'agression rwandaise. Il a proposé un projet à Kagame pour que nous puissions travailler ensemble quand on arrête de faire la guerre. Vous vous souvenez? Les émissaires sont partis d'ici. Pour le Rwanda, des émissaires sont venus de là pour venir rencontrer les chefs de l'État. Et les deux chefs d'État se sont rencontrés. Mais on ne peut pas continuer à parler de paix avec quelqu'un qui n'enterre pas sa hache de guerre. Donc voilà, il fallait se préparer, se donner le moyen. Mais les chefs de l'État venaient d'arriver. Il fallait commencer par maîtriser notre économie. La situation qui nous avait été laissée n'était pas du tout reluisante. Donc voilà. Et comment est-ce que vous pouvez en même temps, vous travailler sur la montée en puissance de votre armée, et en même temps vous êtes en train de combattre? Puisqu'il faut d'abord recruter les effectifs, il faut les former, et puis il faut les équiper. Et les équiper avec des équipements qui sont modernes. Et l'acquisition d'un arsenal... Les plus difficiles, c'est faire la guerre tout en recrutant, tout en recrutant, en formant. C'est très compliqué. Et autre chose, quand vous devez avoir un équipement moderne en termes d'aviation, en termes des drones aujourd'hui, d'armement, voilà. Et ça demande un temps long pour former les hommes au maniement de ces engins-là. Donc, c'était pas du tout évident. Ce qu'on a fait, c'est une forme de prouesse qui mérite de figurer dans l'anthologie de la gestion, dans l'anthologie, oui, absolument, ça mérite, puisque nous avons maintenu dans un temps record, on a senti quand même que, oui, malgré ils ont été étouffés, vous l'avez dit au début. Voilà, on a fait les choses dans une forme à la fois de la précipitation et on n'avait pas le temps, mais on a fait avec le temps qui nous était imparti, on a fait avec. Donc voilà, on recyclait, on formait, on achetait des équipements, il fallait former les gens au maniement de ces équipements, pas facile.
nous avons tenu. Et l'ennemi savait spécifiquement dans quelle forme d'imbroglio nous étions. Pour eux, la machine allait casser d'un moment à l'autre, puisque c'était intenable. Mais comment on a tenu? Parlez aux spécialistes militaires, ils vous diront que c'est une prouesse, c'est inimaginable. L'ennemi espérait qu'à un moment donné, la machine allait se cailler et il allait déborder nos lignes. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, nous tenons partie large de la République. Cette unité au sein de l'armée, je voudrais bien, bon, on est dans la ligne rouge, on est un peu... Oui. Mais on pensait peut-être qu'il y aura de ceux qui vont se déclarer par-ci, par-là, mais on a senti un peu la peur, la détermination. Mais c'était quoi le message bon, vous n'êtes pas militaire, mais sur le plan politique, qu'est-ce que vous avez observé au sein de l'armée? Ouais, mais au sein de l'armée, puisque je suis un peu proche de l'uniforme, j'ai des amis... Oui, mais on a senti quand même qu'il y avait la peur de déborder. Les Congolais aiment profondément leur patrie. Les vrais, les Congolais. Absolument. Et même ceux qui se trouvent aujourd'hui dans des zones occupées, ceux-là... La conscience. L'ennemi occupe un espace administratif. Ils n'occupent pas leurs esprits. Okay. Ils sont fondamentalement, intrinsèquement Congolais. Ils sont restés. Et en temps utile, quand il faudra lancer des actions, et même quand il faut faire des actions jusqu'à apporter le sang ennemi sur leur main, ils sont prêts à le faire. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est contenté de corrompre certaines personnes bien placées à des postes de responsabilité. Mais il ne peut pas corrompre la grande cohorte de tous ceux qui restent. Donc voilà, parfois même à des postes de responsabilité, mais surtout encore dans les soldats de rang ou de deuxième classe. Il ne peut pas corrompre tous ces Congolais. Donc voilà, il peut avoir quelques éléments où il peut y avoir des failles au niveau d'un certain point de commandement, mais pour le reste de notre grande armée, voilà, l'armée qu'on voit et celle que nous ne voyons pas, les hommes et les femmes de cette nation restent profondément attachés à leur patrie. La ligne rouge demande également, nous voulons savoir, bien sûr, est-ce que sous Félix Tshisekedi, la population ou les peuples congolais sont sécurisés? Soyez honnête, vous êtes suivis, allez-y. Mais l'insécurité, d'où elle est venue? Oh non, répondez à la question, mais c'est là aussi. L'insécurité, d'où elle est venue? Nous sommes une nation en guerre, nous sommes une nation agressée. L'insécurité vient à la fois de l'agression rwandaise et à la fois de ceux qui étaient à la tête de cette nation avant. Ça, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc voilà. Ils fomentent, ils ont allumé presque plusieurs foyers de tension dans cette nation, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait une forme de désolidarisation entre le peuple et ceux qui le dirigent. Mais le peuple congolais a été averti. Nous avons eu l'expérience de la chute du maréchal Mobutu. Jamais plus on se laissera instrumentaliser par l'ennemi, puisque nous connaissons les méthodes de l'ennemi. Donc le peuple aujourd'hui est solidaire avec ses dirigeants, et c'est ensemble qu'on va mettre fin à l'agression rwandaise et de manière définitive. Donc voilà. Et puis cette question, on pense que vous êtes en train de négocier avec les M23 et il y aurait même quelqu'un qui vous... Il y a des rumeurs par-ci par-là que quelqu'un serait déjà en train de se préparer pour représenter le Kinshasa, bon, j'allais dire le gouvernement, Kinshasa à Goma. Non, ils sont en train de fantasmer, ils fantasment. Ils fantasment, il y a une forme de rumeur qui circule, on entend dire que non, le ministre du Transport, l'excellence Jean-Pierre Bemba, serait en route pour Goma. Ils sont en train de fantasmer. Ils fantasment vraiment. Kagame a cherché ça. Mais à qui profite cette communication? Parce que apparemment, la communication au niveau de la RDC n'a pas démontré ses limites. Oui, mais je vous ai dit que l'ennemi cherche à créer une forme de scission entre les responsables politiques et le peuple congolais autour de cette question de l'agression rwandaise. Donc voilà. Mais là, le peuple est très averti. On ne se laissera pas faire. On ne tombera plus dans leurs panneaux. Donc voilà. Mais la question de la communication, comme l'a dit par exemple... Il y a eu également des révélations qui sont tombées ici, des ministres cités, mais les silences observés au niveau du gouvernement, c'est ce qui nous inquiète. Mais exactement, qui fait quoi? D'accord. Je vais vous répondre, mais je reviens sur la question de la communication. Comme le disait l'excellence Moïndo Zangui, par exemple. Il a dit, ce que j'ai aimé dans sa communication, ce qu'il a dit était correct, hein, sur le nombre de... sur ces jeunes gens achetés par le Rwanda qui sont congolais, qui sont soi-disant journalistes, d'autres qui sont des chroniqueurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux, et qui communiquent de fake news pour le compte du Rwanda,
et pour déstabiliser le camp congolais et tout. Mais pendant ce temps, on a fait la RDC. On a senti ces communicateurs frustrés. Personne ne prend. Oh là là. La question, c'était que le Rwanda travaille dans une forme de propagande. Beaucoup de mensonges distillés. Et ils ont mis en place ces entités structurées pour distiller ces mensonges-là à longueur de journée, effectivement. Et de notre côté, croyant à la justesse de notre cause, on a cru que nous n'avions pas à nous salir les mains avec ces méthodes. Voilà. Et on a négligé un peu cet aspect. Là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Moïse Nzangi, c'est quand il explique que non, nous avons échoué sur cet aspect-là. Oui. Non, nous n'avons pas échoué. C'est plutôt... Mais chacun était dans son coin, il n'y avait pas une ligne. Donc, on a senti que c'est par patriotisme que beaucoup défendaient la RDC. Voilà, je vais revenir sur cet aspect-là. Nous n'avons pas échoué. C'est plutôt les politiques qui ont manqué le génie de mettre en place une entité comme ça. Donc voilà. Mais je sais que la volonté n'a pas manqué. J'étais dans d'autres réunions avec d'autres politiques, avec d'autres responsables même, qui sont même dans ce gouvernement aujourd'hui, qui en parlaient. Des moyens. Non, moi je ne parle pas de l'union sacrée. Non, je dis pour ceux qui devraient normalement soutenir la démarche. Bon, je ne parle pas. C'est une question assez complexe aussi, puisqu'il ne faut pas confondre ceux qui passent sur les médias, qu'on appelle aujourd'hui des communicateurs. Il ne faut pas le confondre avec ceux qui peuvent faire un travail efficace sur les réseaux sociaux, afin de communiquer de manière assez efficace et frapper les esprits au bon endroit. Voilà. Puisqu'il y a parfois une forme de cacophonie. Donc, voilà. Quand c'est pas très bien maîtrisé, on peut croire que tout c'est lui qui peut passer à la télé ou qui peut passer dans les médias parler. Et envoyé par... avec un peu de données, avec un peu de technologie, il peut écrire et dire n'importe quoi. Absolument pas. C'est assez structuré. Et nous, on a manqué de mettre en place une structure pareille. Mais je sais que certains, dans ce gouvernement même, étaient portés par cette ambition-là. Mais après, les choses, je sais pas à quel niveau, est-ce que la machine a grippé. Mais très vite... les compatriotes eux-mêmes, je citerai certains, comme Anaël Luzayamo par exemple, que certains connaissent sur Twitter, et Neves, ils sont nombreux. On a constitué des équipes de gens qui sont disparates et parsemés à travers le monde. Et on a travaillé dans une forme de coordination assez implacable. Donc voilà. Au début, quand l'agression rwandaise a commencé, il y avait moult comptes rwandais sur les réseaux sociaux, spécifiquement Twitter et Facebook. On a démasqué ces comptes qui ont fermé, qui ont déguerpi. Oui, les patriotes ont fait leur travail, voilà. Et parce que quand vous aimez votre patrie, vous n'attendez pas qu'on vous dise faites ceci, c'est là pour votre nation. Et quand vous faites quelque chose pour votre nation, vous n'attendez... Ce qui fait mal, c'est que ceux qui sont censés les faire, ceux qui sont payés pour faire cela, mais ils ne les font pas comme il faut. Mais c'est le frustré qu'on sent que apparemment ils ont été abandonnés, qui sont en train de se plaindre par-ci par-là. Mais ça aussi c'est une nouveauté par rapport à la gestion de l'époque où nous sommes entrés. On ne reviendra plus à l'âge de la bougie. C'est la technologie, c'est le père numérisation, c'est les intelligences artificielles qui arrivent. Donc ce que vous dites est vrai. Ceux qui sont payés doivent réfléchir pour ne pas laisser à côté cet aspect qui est très important, la communication, l'influence, la communication à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais certains, moi je parle avec certains responsables politiques, mais ils te disent que bon, oui, tu as raison, mais bon, là la guerre touche presque à sa fin, on n'en aura plus besoin. Je dis mais là c'est là que vous n'avez pas compris. La guerre touche à sa fin. Oui, mais il y aura d'autres questions à venir sur lesquelles les RDC devra faire de l'influence. Donc voilà, on va communiquer autour de ce que nous avons comme ressources, on devra communiquer autour de politiques qu'on devra mettre en place. On devra communiquer autour du nouveau modèle de société que le Congo veut pour le Congo d'après, que le Congo le veut pour le Congo d'après-guerre. Donc là, il est très essentiel de structurer cette machine de communication. Aujourd'hui, puisque vous savez, la Chine arrive à influencer, pardon, je termine. La Chine arrive à influencer avec la détention des TikTok. Bon, j'entends que TikTok s'est réacheté par les Israéliens aujourd'hui. Les Américains, avec Elon Musk, ils ont X qui a été racheté. Ils ont, de par Meta de Mark Zuckerberg, ils ont Facebook, ils ont Instagram et tout. Nous avons loupé le temps, la chance d'avoir ces technologies. Ce que nous pouvons faire, c'est construire une intelligence pour contrôler la manière de communiquer, de toucher un plus grand nombre de gens dans ces espaces-là. Donc, c'est maintenant la chose à faire. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. On prend dans quelques mots, parce qu'il nous reste pratiquement 2 parties, sur le plan politique. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait à part déstabiliser l'opposition?
C'est une question à répondre. Si vous pensez que... Allez-y. Voilà. Mais vous êtes témoin. Je vous rappelle, vous avez refusé le dialogue, vous avez voulu changer la Constitution, vous avez tout fait avec les élections, beaucoup de frustrations, mais au juste, que pouvez-nous retenir de cette année 2025 dont Camera a été écarté? Donc, sur le plan politique, on sent qu'apparemment, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. L'ensemble de la vie nationale a été... Souffrez un peu, hein, j'ai lancé de manière... non, on comprenait. Ouais, je suis très à l'aise avec ça. L'ensemble de la vie nationale a été déstabilisé par l'agression rwandaise, qui a touché jusqu'à notre économie, qui a touché jusqu'au fondement de notre système éducatif, qui a touché jusqu'au fondement de notre système administratif. Tout a été touché. Et lorsque vous venez faire la guerre avec efficacité à ces systèmes qui rapportent des milliards à l'étranger, aux agresseurs, et à leur relais sur le plan national, ils vont faire en sorte de vous perturber pour que d'autres secteurs où ils touchent encore beaucoup, qui ont été déstabilisés, ne puissent pas bouger. Donc voilà. La question essentielle pour nous en ce moment ici, c'est l'agression rwandaise. Donc, regardez ce qui se passe en Ukraine. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS. Oui. Très important, parce qu'une question était en train de... Voilà. Je suis en train de préparer une question sur ce que vous êtes en train regardez ce qui se passe en Ukraine. De dire, oui. Vous ne verrez pas de gens qui se lèvent, qui se disent « Nous sommes de l'opposition, nous demandons une forme de dialogue. » Ils forment un bloc pour défendre leur patrie. Et ils combattent contre la Russie. C'est ça. Donc, à un moment donné, comment est-ce que votre maison est en train de brûler et vous dites que non, bon, on doit s'asseoir pour parler sur qu'est-ce qui va gérer la parcelle familiale. C'est pas responsable. Soit vous êtes avec l'ennemi, effectivement c'est ça, puisqu'il n'y a qu'à suivre les éléments de langage qu'ils emploient. Plusieurs d'entre eux ont été épinglés même, pas par l'UDPS, pas par l'Union Sacrée, pas par le gouvernement congolais, mais par le groupe des experts des Nations Unies. Ils sont en intelligence avec le Rwanda. L'ensemble de Moïse Katumbi, Joseph Kabila, enfin, ils sont avec Kagame, ils travaillent avec lui, donc voilà. Et on n'a qu'à voir... Et vous pensez que vous n'avez pas vraiment senti l'appui ou l'accompagnement sur le plan... sur le plan politique, je parle bien de l'opposition, donc les soutiens par rapport à ce qui se passe à l'Est? Au fait, à un moment, en ce qui me concerne, je parle en mon nom. Moi, je pense même que c'est, ils ont bien fait de montrer qui ils sont vraiment, réellement. Oh non, puisque, non, ils ont bien fait de montrer qui ils sont réellement, puisque là, le peuple ne va pas se méprendre sur eux. Prochainement, lorsqu'il sera question d'aller aux élections, par exemple. Donc voilà, on saura qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui était avec nous au moment. Donc la guerre vous a permis de connaître qui est qui. Qui aime profondément cette nation, qui travaille contre la République, qui travaille pour notre peuple et qui a soutenu nos institutions au moment où nous en avions le plus besoin. Est-ce que soutenir, être contre la guerre ou l'agression, c'est soutenir Félix Tshisekedi, selon vous? Mais qui est-ce qui incarne le leadership congolais en ce moment ici? C'est là où... Qui est-ce qui incarne? C'est ce que Kabunda ne veut pas entendre, Fayoulou, ainsi de suite. Mais ils sont libres, encore une fois, libres de leur allégeance. On n'oblige personne d'aimer profondément sa patrie. Mais pour quelqu'un qui a tant soit peu, un peu de conscience, qui aime sa patrie, qui n'est pas porté par une certaine forme de clientélisme. Mais pour eux, le problème c'est Félix Tshisekedi. Même à un enfant de 4 ans, on ne va pas expliquer une chose pareille. L'agression rwandaise a commencé bien avant que le chef de l'État n'arrive aux responsabilités au sein de notre famille politique. Même avant qu'il n'arrive aux responsabilités au sein de notre propre famille politique. Et comment est-ce qu'on peut imputer la responsabilité de l'agression rwandaise à quelqu'un qui est arrivé beaucoup plus tardivement que ça? Soit il y a connivence. Il parle beaucoup plus de la gestion, de la crise. Soit il y a connivence avec la gestion de la crise, c'est celui qui a été le plus patriotique possible dans sa gestion. Il a refusé de faire un +4. Il a refusé de ramener des éléments rwandais à la tête de nos institutions. Il a refusé ça. Il a refusé d'accorder une certaine forme d'amnistie générale vis-à-vis des crimes imprescriptibles qui ont été commis sur les Congolais. Katumbi en exil, Kabila, ainsi de suite, les Djongo, toute cette... les têtes d'affiche de l'opposition aujourd'hui sont éparpillées. Chacun d'entre eux a été mis devant ses responsabilités. M. Katumbi avait été interpellé. Il a osé une opération qui, pour nous, n'était pas amicale vis-à-vis de la patrie.
On a essayé d'avoir des éléments par rapport auprès de lui-même. Il a été convoqué. Les services avaient des éléments, on voulait confronter le monsieur. Il a quitté le territoire. Personne ne l'a envoyé en exil. Donc voilà, il peut revenir quand il veut et répondre de ses responsabilités. Ce sont des menaces Donc, voilà. qu'ils ne veulent pas entendre. Non, il peut revenir quand il veut. Répondre de ses responsabilités. Effectivement. Nous sommes une nation qui a des règles et les règles sont mises en place pour être appliquées. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. Vous ne pensez pas que la justice, ou bien le droit, bon, là je parle de la justice, vous donne un peu la force de bien exploiter les terrains aujourd'hui Katumbi Afrique, parce qu'il y a eu un dossier judiciaire, franchement. Est-ce que les dossiers avaient été inventés? Comment est-ce que vous... Qui sait Non. Vous vous réveillez un beau matin et vous voulez réfectionner un aéroport sans autorisation. Très bien. C'est comme si la République était un bien sans maître. Non, il y a des autorités pour ça. Donc vous ne vous référez pas, vous considérez que puisque vous en avez les moyens, vous pouvez. Non. Nous avons connu des cas comme ça, où il y a eu des opérations aéroportées, des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont descendus dans un aéroport destination et qui ont agressé la République. On a connu ça. Et un responsable politique qui se montre beaucoup plus conciliant avec les agresseurs, qui les a jamais nommés, qui va mettre en place une activité comme ça. Et les services ont des informations, ont des éléments. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné s'interroger, essayer d'en savoir beaucoup plus, ou on doit tout simplement rester les bras croisés? Et si une opération comme ça... la démocratie n'est pas... Les partis politiques ont été suspendus en cascade. Donc, aujourd'hui, ne pas soutenir Félix Tshisekedi devient une menace. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Si vous citez ces partis qui ont été suspendus, vous verrez que derrière chacun de ces partis, il y a un grief qui est reproché. Mais vous faites comment pour trouver tout mais au Congo, il y a plusieurs autres partis politiques. Pourquoi n'est que ceux-là? Mais la suspension de partis politiques, ce n'est pas une forme de trouvaille qui a été mise en place par ce gouvernement. Ça a commencé depuis longtemps. Ceux qui étaient là avant nous ont eu à le faire. Donc voilà, parce qu'ils jugeaient que c'était utile par rapport à telle ou telle autre raison. Et nous, on l'a fait spécifiquement pour des raisons qui sont d'ordre patriotique. Très bien. Donc voilà. Et alors, est-ce que vous... Une autre question. Non, mais sentez-vous à l'aise. Hein, moi, il épaisse, franchement. Alors, les dialogues. Pourquoi ça vous fait mal quand vous entendez les dialogues? Surtout, c'est comme si les pouvoirs de Félix Tshisekedi prend... c'est terminé. D'accord. Je vais vous dire un mot sur le dialogue. Vous vous rendez compte? 30 ans d'agression rwandaise. 30 ans à l'échelle d'une vie, c'est beaucoup. Comment ce système a duré 30 ans? Kagame créé une rébellion, ils agressaient la République, et puis demandaient les dialogues. Après, dans ces dialogues, on amnistiait tout le monde et on leur donnait tout ce qu'ils avaient demandé. Et puis après, à un moment donné, créer une autre rébellion, parce que les autres avaient décidé de se ranger, puis au sein des ils disent non, enfin, c'est un autre mouvement bis, ils créent une autre rébellion, ils tuent, ils massacrent les Congolais, et on va au dialogue, on leur donne tout ce qu'ils veulent, après avoir amnistié tous les acteurs qui avaient commis des crimes imprescriptibles. C'est comme ça que vous avez des assassins qui ont participé à des guerres de 6 jours, des gens comme des Cessards qui sont là aujourd'hui, qui donnent des leçons aux gens, avec du sang congolais sur les mains. Ils vous parlent avec cravate et tout, en toute respectabilité, puisqu'ils n'ont pas été poursuivis. C'est le peuple qui a pardonné, que voulez-vous? C'est pas le peuple qui a pardonné. C'est un mécanisme qui avait été imposé par l'ennemi lui-même qui nous agressait, puisqu'il avait son dauphin qui dirigeait la patrie. C'est ça, la vérité qu'il faut se dire. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont reproduire ces mêmes schémas. Mais on a compris, on a connu. La crainte est à quel niveau? Il faut préciser parce que... Et les dialogues, ce n'est pas une nouveauté que ces pays n'ont jamais connu, qui va apporter un changement. On a déjà connu du dialogue. Et ça a servi quoi? À ramener sur le chéquier politique, dans l'administration, dans l'armée, des personnes à fidélité dirigées vers le Rwanda. Donc voilà, non. Il n'est plus question de ramener des acteurs, des éléments politiques, des acteurs politiques, des éléments militaires qui travaillent beaucoup plus pour l'ennemi dans notre armée, dans notre appareil de défense, dans notre administration, dans notre appareil politique. Il est hors de question de refaire l'erreur qui avait été faite avant. Moi, si vous voulez mon avis, moi ce que je demande au chef de l'État, cette guerre, Monsieur le Président, touche à sa fin. Comme
comme vous le savez. Plus question. Les dialogues n'est plus d'actualité. La question du dialogue, pour moi, c'est pas important, puisque tous ceux qui demandent le dialogue, le peuple n'est pas avec eux. Le peuple sait que ces gens-là sont avec l'ennemi. La chose à faire, Monsieur le Président, je parle à mon Président. La chose à faire, Monsieur le Président, on a besoin d'un nouveau modèle de société. C'est Congo d'après-guerre, ce nouveau Congo que chacun d'entre nous appelle de toute la force de ce vœu. Le plus important, Monsieur le Président, c'est de parler au peuple directement. Convoquer des consultations populaires, parler à votre population sur les médias sociaux, enfin sur les plateformes de streaming, sur les plateformes d'espèces, Monsieur le Président, consulter des leaders d'opinion et définition un modèle de société pour le Congo que nous voulons, les Congo d'après. Il y a des ethnologues, il y a des philosophes, il y a des avocats et des savants congolais qui vont définir notre nouveau modèle de société. Et après ça, on va mettre en place une nouvelle constitution qui va nous conduire. Vous avez encore cette démarche? Effectivement. Effectivement, une nouvelle constitution pour un nouveau Congo. Donc voilà, les Congos d'après-guerre. C'est ça qu'il faut. La question n'est pas de mettre en place un dialogue pour donner des postes. Vous allez les faire pour donner des postes. La question n'est pas de mettre en place un dialogue pour donner des postes à ceux qui sont avec l'ennemi. La question, c'est de mettre en place un nouveau modèle de société, une nouvelle constitution pour le nouveau Congo que chacun d'entre nous appelle de toute la force de ce vœu, qui va faire en sorte qu'aucun Congolais ne soit plus laissé au bord du chemin. Donc voilà. Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Nous voulons la paix. Nous voulons la paix et la paix de manière définitive. Donc voilà. Vous avez commencé ici en 2023 avec la démarche liée au changement de la Constitution. Vous avez fait fuir Nanga ici jusqu'à Bunagana, à Nairobi, et puis vous connaissez la suite. Pourquoi? Parce que vous avez touché à l'intouchable. Aujourd'hui, vous revenez encore. Mais IDPS, c'est quoi les problèmes? Nous voulons la paix de manière définitive. Donc, voilà, et la paix d'une manière définitive passera par le changement de la Constitution. Ou bien vous voulez maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir? Vous voulez nous imposer Félix Tshisekedi? Voilà la question. Non. Je vous disais que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. Il y a des deals avec les USA, effectivement, qui va apporter beaucoup à notre économie. Il faut s'y pencher pour comprendre. Mais après la guerre, ici, c'est le Congo aussi qui va entrer dans un nouveau paradigme en termes de paix sociale aussi. Et pour ça, même l'ordre politique est appelé à évoluer, est appelé à changer. Et qu'est-ce qui peut garantir cela? Une nouvelle constitution. Moi, j'appelle cela de toute la force me veut. Donc voilà. On va en parler un peu de l'opportunité avec tout ce qui va. Alors, je prends la dernière question, c'est les sociales. Alors, les sociales, là, les peuples vous regardent, les Quinois, bon, les Quinois vous regardent, ceux qui sont à Lubumbashi, surtout la diaspora, nous vous disons merci pour votre accompagnement. Alors, les sociales, les peuples d'abord, est resté un slogan vide. Je comprends la question. Mais vous savez, la majeure partie si tout ce qui partait à la guerre était consacré à améliorer le social du Congolais, les pays seraient largement avancés aujourd'hui et notre peuple ne se poserait même pas cette question. Et même le chef de l'État sait que nous avons des efforts à faire sur cette question-là. Donc voilà, des politiques sont mises en place pour l'année qui arrive. Par exemple, l'augmentation de notre budget et qui sera aussi assurée entre autres par le nouveau système fiscal qui a été instauré. Donc on y travaille et on est en même temps sur plusieurs fronts. Il faut comprendre que la RDC est un pays en guerre. On est sur plusieurs fronts et que les dépenses militaires sont beaucoup plus exorbitants. Mais monsieur Larousse, ces peuples qui vous regardent maintenant n'a besoin que de l'eau, l'électricité, une route praticable. Je pense qu'au-delà de tout ça, une politique des transports. Mais pourquoi ça traîne? En termes de routes, vous êtes témoin, vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Il y a des constructions de routes dans l'ensemble de la République. Malgré la guerre. Malgré la guerre. Il n'y a pas un seul coin de la République où on vous dira qu'on ne construit pas de routes. Spécifiquement dans le programme 145 territoires. Donc voilà. En dépit de la guerre, on les fait. Et ça, c'est vraiment louable. Voilà. Et parlons de l'eau. Pour ceux qui, à Kinshasa, par exemple, je veux prendre le cas de Kinshasa, ils voient comment est-ce qu'il y a des implantations, des tuyaux. Vous voyez comment les gens vous regardent. Oui, les gens nous regardent. Mais c'est un travail qui n'avait pas été fait depuis belle lurette.
Et nous venons en même temps, on doit faire la guerre pour de l'eau, on doit faire la guerre pour le social, la guerre pour le transport, surtout la guerre avec l'ennemi, et qui nous pompe énormément. Mais nous sommes sur tous ces fronts-là. Et ça, c'est alloué. Ça, c'est alloué. Donc voilà. Et à terme, les Congolais seront, à terme, les Congolais seront satisfaits. Donc, mais en ce moment ici, je ne vais pas dire que tout est bien fait, que le peuple n'a rien à se plaindre. Ici, ça fait maintenant des semaines qu'on n'a pas de courant. Et Teddy Lomba, sur qu'il passe par là chaque jour pour partir au bureau. Mais je vois aussi Teddy Lomba sur terrain. Je le vois aussi sur terrain. Il va voir dans telle cabine, dans telle commune, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc c'est un travail de longue haleine. Je ne peux pas me permettre de dire aujourd'hui que non, tout est bien. 7 ans déjà, vous voulez toujours nous laisser dans cette attente, je ne sais pas à quel moment on peut respirer exactement. 7 ans, il faut prendre en compte l'ensemble des politiques qui ont miné cette nation, l'ensemble des choses qui n'ont pas été vraiment profond. Profondément. Nous étions dans une forme de gouffre assez inextricable. Et le travail qui a été fait, c'est un travail de titans. Ceux qui nous combattent, ils s'imaginaient déjà la tête de cette nation en ce moment ici. Donc voilà. Mais nous avons tenu et nous sommes en train d'améliorer la vie nationale. C'est pas facile. Faire la guerre, acheter des équipements, former les militaires en même temps, réformer l'administration nationale, en même temps, faire en sorte que la question du social du Congolais soit améliorée en même temps, s'occuper de la question du transport, acheter des trains, enfin, tout ça, c'est un travail énorme qui a été fait. Il y a des choses à faire, sont tellement innombrables que parfois on a l'impression que rien n'est fait. Sûrement. Mais si on veut être pointillé, regarder ce qui est fait, point pour point, on comprendra que non, mais on a fait un travail énorme, le chef de l'État a fait un travail titanesque, et ça on doit le reconnaître, on doit le reconnaître. Et qui communique, parce que là, des fois, oui, on sent quand même qu'il y a la volonté, il y a les promesses, mais la réalisation de toutes ces promesses, c'est là le vrai problème. Il y a du travail qui est fait, et tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore terminé. Et même quand le chef de l'État aura terminé sa mission en tête de la République, il y aura encore des choses à faire. Mais pour le moment, par rapport à ce qu'il avait trouvé, par rapport à l'ampleur de la responsabilité, du poids qui pèse sur ses épaules, mais considérons qu'il fait un travail exceptionnel, titanesque. Et dès que cette guerre aura touché effectivement à sa fin, enfin, tous les moyens, une bonne partie des moyens qui est affecté à la guerre sera effectivement affecté au social. Merci. Et à tous les autres secteurs de la République. Alors vous verrez un travail beaucoup plus considérable, être accompli. On prend la dernière partie, il nous reste quelques minutes seulement, c'est qu'attendre de 2026. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi? Vous êtes d'ailleurs suivi, on vous regarde. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas encore fait que vous pensez que cette année, ça va aller? 2026, au mois de janvier déjà. Alors, je ne suis pas dans le conseil du président de la République. Voilà, je ne peux pas avoir la prétention de parler comme ça de manière péremptoire. On connaît déjà sa ligne. Voilà, on connaît sa ligne politique. Voilà, ce qu'on peut attendre d'un patriote comme lui, c'est de faire des choses qui vont aller dans le sens de l'intérêt de la patrie. Vous aimez nous vendre les vents, apparemment. Non, c'est parce que regardez les deals qu'il nous a arrachés. Quand ce deal va entrer dans sa phase effective... On parle de 500 milliards. Même plus. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur, mais même plus. Donc ça va impacter, irriguer l'ensemble de la vie nationale. Effectivement, c'est une chose qu'on n'avait jamais connue. Les minerais pour lesquels on nous a fait la guerre vont servir à regaillardir l'économie nationale. Ça chauffe à Colosie, hein, avec les creuseurs. Oui, mais c'est normal qu'il y ait de l'animation. Ils vont finir par parler et trouver une solution. C'est aussi ça, la vie dans une nation. Des divergences de point de vue. Donc voilà. Mais un peuple qui se sent libre s'exprime de cette manière-là. Parce que ces gens-là savent quoi? Qu'on va nous entendre. Et surtout qu'on ne sera pas chicotés ou assassinés comme nos compatriotes. Ils vivent le calvaire à Goma. Donc voilà. Et ils savent que les autorités vont nous entendre. Nos représentants seront reçus. Ce qui est même le cas. On va parler entre Congolais et des solutions seront trouvées. C'est ça aussi, voilà, une république responsable. Oui, nous êtes en train de parler, d'attendre à quoi peut aboutir la démarche de Félix Tshisekedi et son gouvernement
En 2026, Oui, on a compris. en 2026, ouais, ben, mais sûrement ce que beaucoup espèrent, c'est le changement de l'équipe gouvernementale. Il y en a qui ont fait un travail exceptionnel. Il y en a qui n'ont pas été sur d'autres dossiers efficaces. Permettez-moi, je vais passer un message au ministre de la Justice, spécifiquement, M. Guillaume Gueffin. En ce moment, ici, au sein du M23, au sein de ceux qui nous agressent, il y a une bonne partie, une belle fourchette de ceux qui portent des nationalités étrangères, spécifiquement de pays occidentaux et tout. Voilà. Vous avez des Américains qui sont là-dedans, des Canadiens, des Français, des Anglais. Dans l'ombre, hein, voilà. Les pauvres. Au ministre de la Justice, moi je demande, je sais qu'une commission avait déposé un papier sur son bureau avec le nom répertorié de ceux qui nous font la guerre et qui ont des passeports étrangers. Il a l'obligation, il a la responsabilité patriotique d'initier des actions au niveau de ces pays-là où ces terroristes sont détenteurs de nationalité, des actions contre eux. Par exemple, quelqu'un comme Willy Manzi, le vice-gouverneur de Goma, qu'ils ont installé le vice-gouverneur illégal des Goma qui a été installé par le M23, il est canadien. Donc voilà. Vous avez quelqu'un comme Kaniki, des Turanéo, qui porte la nationalité américaine. Ces gens-là ne sont pas inquiétés au niveau de leur nation. Mais par rapport à ce que nous avons mené comme démarche avec les administrations de ces États-là, effectivement, ils attendent des actions de notre part. Donc voilà. C'est à nos responsables politiques sur le plan judiciaire d'initier des actions. Et là, j'interpelle la responsabilité patriotique du ministre de la Justice. Monsieur Guillaume Gueffin, Excellence, faites diligence sur ces dossiers. Et ces gens doivent être poursuivis à tous les niveaux, puisque personne d'entre eux ne sera épargné. Donc, merci. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Ligne Rouge. Est-ce que, monsieur Larousse, avez-vous quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici? Je veux féliciter nos troupes qui sont sur terrain et qui font un travail remarquable. Donc voilà, dans les heures à venir, nous aurons l'effectivité de Vira et on va poursuivre encore notre lancée. Donc voilà, et mes remerciements et toute mon admiration au chef de l'État qui est en train de mettre en place une politique. Moi personnellement, j'ai rêvé de cette politique à la tête de la nation. Et il arrive quelqu'un qui plus est de mon bord politique et qui le fait avec beaucoup plus de maestria. Voilà, la République n'a pas cédé. Vous inspire? Je suis content. Je suis très content de cette politique. Vous êtes à l'IDPS. Comment vous pensez contribuer ou aider le président de la République ou la population congolaise dans ce que vous faites? Déjà, je suis un homme d'État, je communique ici et je relaie ses idées, ce qui est bien fait de la part de sa politique, je la relaie. Et en temps utile, quand je serai appelé pour travailler à ses côtés, je ferai encore un travail d'exception. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît un patriote, c'est ça aussi qu'on attend d'un bon citoyen. Donc voilà, travailler efficacement pour son pays, en tout patriotisme. Sans attendre un retour. Parce qu'on sent qu'il y a des frustrations par-ci, par-là, des gens qui communiquent sans rien en retour, ça fait mal. Bon, pour ceux qui sont communicants, je ne sais pas dans quel paradigme ils se trouvent. Moi, je ne suis pas un communicant, je suis un homme d'État à part entière. Donc voilà, je ne viens pas communiquer au nom de quelqu'un, je communique pour mon pays, je change, je partage dans une forme d'entretien. Pour ceux qui sont des communicateurs, bon, et même ils savent dans quel paradigme ils se sont mis et pourquoi ils sont dans cette forme de frustration. Mais quand on est patriote et qu'on aime sa patrie, merci. Voilà, on vient, on fait un travail de patriotisme, de vulgarisation pour l'amour du pays, sans espérer qu'on doit avoir ci ou ça. Sinon, quand on commence à parler dans ces termes-là de frustration, on sait où est-ce que ça mène. Il faut un peu faire attention. Un message à Goma, Bukavu. Je vais dire à nos compatriotes de continuer à tenir. Je sais qu'au fond d'eux... On sent qu'il y a des jeunes qui veulent se révolter là-bas. Oui. C'est pas... Quelqu'un me faisait rire. Non, c'est pas l'IDPS qui est en train d'infiltrer. Et quand ils ont pris Goma, par exemple, ils ont commencé à tuer tout ce qui avait été identifié comme militant de l'UDPS. Quand vous identifiez militant de l'UDPS, c'était carte rouge pour la mort. Okay. Donc voilà, ils ont fait ça, c'était des exécutions sommaires comme ça. Notre peuple continue à tenir. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ils ont un espace administratif, ils ont cru qu'ils tenaient le cœur de Congolais pour leur dire que, voilà, espace libéré, révolution et tout. Ils ont compris que rien n'est pareil, que le peuple reste profondément attaché à sa nation, à l'unité de sa patrie. Donc voilà.
En temps utile, nous allons récupérer l'ensemble de notre territoire. Même pas un seul grain de sable restera entre les mains de l'ennemi. Donc voilà. Et pour tout ce qu'ils ont fait comme crime, ils payeront. Chacun d'entre eux payera. Merci. Au nom de l'équipe de Ligne Rouge, nous vous disons merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous également, messieurs et dames, d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.